Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Claude de la République à l'ordre, tome 1, chapitre 5. Alors que la tension commence à redescendre, le commandant en profite pour convoquer le jeune Clove. Darwin, venez avec moi, lance-t-il d'une voix dure, tout en rajoutant: si un seul d'entre vous se bat ou manque de respect, vous aurez affaire à moi. Son regard noir ne laisse personne indifférent. Les deux hommes disparaissent par la même porte qu'avait empruntée Didrion. Le silence s'installe dans la pièce. Le commandant amène le jeune Clove dans un bureau des plus modestes. Il y a quelques écrans sur les murs, des fauteuils en lévitation et un bureau électronique qui est muni de 3 écrans transparents. Le chef de la future unité se place derrière son bureau sans s'asseoir. Je peux savoir ce qu'il vous a pris. Vous attaquez un commandant d'une unité galactique. C'est quoi votre problème ? Dit-il d'un ton sévère. Je voulais savoir comment vous arriviez à me repousser, murmure le jeune Clove. Qu'avez-vous dit ? Reprit-il tout aussi sèchement. Comment pouvez-vous repousser des individus sans même utiliser d'éléments ou de sorts ? Relance aussitôt Darwin d'un ton plus sûr. Je n'aime pas ne pas savoir. Et vous, vous êtes une énigme. Comment avez-vous fait ? S'écria-t-il. Le commandant fait le tour de son bureau tout en gardant son regard sur le jeune homme. Alors c'est ça. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous agissez comme un enfant capricieux. Darwin se sentait rabaissé par les paroles de son supérieur. Il voulut répondre, mais fut aussitôt interrompu. Vous vous pensez supérieur parce que vous êtes un Clove ? Ici vous n'êtes rien. Je devrais vous renvoyer pour insubordination, dit-il d'une voix bien moins nonchalante qu'il arborait à son habitude. Il retourne derrière son bureau, appuie sur quelques boutons et déplace quelques onglets, puis ouvre une fenêtre. De l'autre côté, le Clove voit son nom sur un dossier vide. Vide. Votre dossier ne mentionne aucune information, à part votre nom. Le Conseil suprême des Cloves sont toujours aussi suspicieux et parano à ce que je vois. Cette phrase laisse le jeune homme songeur. Que savez-vous sur mon peuple pour oser tenir de telles accusations ? Le commandant sourit. Vous avez de l'aplomb, tout comme votre mère. Autrefois, je trouvais ça délectable, mais je crois que j'ai vieilli. Je ressemble bien plus à votre grand-père aujourd'hui. Le jeune homme ne savait quoi dire. Vous connaissez ma famille ? Demande-t-il timidement. Derrière son bureau, le commandant sourit, tout en lançant son regard vers le jeune Clove. Il remarque qu'il arbore un visage mélancolique. Pourquoi tant de tristesse ? Je voudrais savoir si vous aviez connu mon père. Didrion comprit le malaise qui venait de percuter sa jeune recrue. À vrai dire, je ne l'ai pas connu, mais le peu que j'ai entendu sur lui, dit-il, tout en laissant une pause dans sa réponse, puis reprit. Elle était heureuse avec lui, et surtout, Corluc l'appréciait. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Elle ne t'en a pas parlé ? Demande-t-il. Mais il ne reçut aucune réponse. Durant son enfance, il a toujours idéalisé son père. Malgré son envie d'en savoir plus, il se heurtait à des refus de sa mère, qui n'a jamais voulu lui parler de son géniteur. Il insistait quand il était jeune. Elle était toujours vague sur ses réponses. Il cessa de lui poser des questions quand il trouva une photo de son père qui se tenait près de sa mère. La photo semblait avoir été prise quelques années avant sa naissance.
Il voyait pour la première fois le visage de cet homme avec qui il avait de fortes ressemblances. Sa mère le surprit ce jour-là. Elle effaça la photo du cadre numérique et le réprimanda. Puis, il surprit sa mère en pleurs. Elle resta dans cet état de tristesse durant plusieurs jours. Il comprit que si elle ne lui parlait pas de son père, c'était parce qu'elle souffrait de sa disparition. Depuis ce jour-là, il cherchait à découvrir des détails sur sa vie, mais aussi comment il avait disparu. Le commandant reprit son sujet. Votre mélancolie ne m'empêchera pas de vous sanctionner. J'espère que vous le comprenez. Darwin se remit les idées au clair et accepta les sanctions. Mais il n'allait pas en rester là. Comment avez-vous fait pour me repousser? Je n'ai pas vu d'éléments ni de fluctuations dues à un sort. Alors, comment avez-vous fait? Didrion sourit légèrement. Il est satisfait de voir que le jeune Clove n'a pas perdu son envie de curiosité. Je ne vous le dirai pas. Si vous voulez le savoir, vous n'avez qu'à le trouver par vos propres moyens. De l'autre côté de la pièce, les 4 soldats commencent à nouveau à communiquer. Les débats sont houleux entre les 4 grandes races. Cela ne m'étonne pas, venant d'un Clove. Vous êtes tous des sadiques sans aucune morale, lance Chenel à Dorga. Venant d'une Vistis, je ne sais pas comment je dois le prendre. C'est bien ton peuple qui a refusé d'abroger les lois sur la suprématie des races supérieures dans vos galaxies, répond aussitôt le Clove. Vous avez voté cette loi pour faire amende honorable après le fiasco de la guerre et pour nous faire passer pour des rétrogrades auprès du Sénat universel, alors que vous tenez vos galaxies d'une main de fer, rétorque-t-elle à nouveau. Elle a raison, Dorga. Depuis la fin de la guerre, votre peuple n'a fait que voter des lois qui n'ont servi qu'à redorer votre image, tout en salissant celle des autres, reprend Sora. Le Clove affiche un sourire de mépris et de dédain. Parlons donc des Tyriens. À part conclure des alliances pour restreindre nos droits, afin de grappiller des territoires sans même tenir vos engagements, vous êtes pire que les Vistis, dit le Clove d'un ton agacé. Les frères démons étaient bien des Cloves, si je ne me trompe pas, relance Sudok. De plus, sans eux, le dictateur Barca n'aurait pas pu avoir autant d'influence sur la guerre, fustige la jeune femme, ce qui exaspère le Clove. C'est un Clove qui a mis fin aux agissements des frères démons et qui a mis fin à la guerre. Et quant à toi, dit-il d'un ton furieux au Savaran, votre peuple, qui s'est toujours pris pour le plus puissant des 4, vous êtes entré bien lentement dans cette guerre. Ça ne serait pas lié aux intérêts que vous aviez avec le diktat de la lumière, dit Dorgan d'un ton interrogateur. Sudok, qui ne cessait de garder les yeux fermés, souriait aux allégations qu'il considérait comme calomnieuses. Certes, Corluc a permis de se débarrasser des frères démons, mais c'est la coalition qui a mis fin à la gouvernance du diktat et qui a exécuté Hannibal Barca, relance à nouveau la Vistis. Il y avait des Cloves dans la coalition, reprit aussitôt Dorga. Tu as beau défendre ton peuple, tu ne peux pas ignorer le regard de Tarwin. Il était comme possédé. Il est dangereux, dit Sora d'un ton pédant. Tarwin n'est pas comme nous, reprit le Clove d'un ton bien solennel. Ce n'est pas un soldat. Il n'a pas reçu d'entraînement. Il est différent. Il n'a jamais appris à contrôler ses émotions durant un combat comme nous. Mais malgré tout ça, il est arrivé à se classer parmi les meilleurs. Pourquoi votre peuple l'a-t-il envoyé faire son service militaire? Ils auraient dû attendre qu'il ait l'âge requis, demande Sora. Je n'ai pas le droit de révéler cette information, rétorque-t-il. Les Cloves, comme les 4 autres grandes races, ont créé des lois protégeant leurs intérêts parmi la coalition universelle. Et l'une d'entre elles est l'interdiction de divulgation d'informations secrètes, surtout quand il s'agit de personnes de rang pur. Et Tarwin n'en fait pas exception. Toute personne qui vienne à enfreindre cette loi serait aussitôt traduite en justice et condamnée à la peine de mort. Ce que tous les autres compris. Avant qu'il ne se lance à nouveau dans un débat houleux, une porte s'ouvre. Le commandant entre, suivi du jeune Clove. Les visages se crispaient,
En guise de réponse, Darwin lui affichait un sourire de complaisance, ce qui exacerbait la méfiance de la jeune femme, qui lui lança un regard de mépris. Bien, vous êtes toujours en vie? Je suppose que vous avez fait plus ample connaissance, dit le commandant d'un ton amusé. Suivez-moi, nous n'avons pas beaucoup de temps, reprit-il de son ton nonchalant. Il les amène vers une porte mécanique qu'il ouvre. De l'autre côté se trouve une pièce circulaire munie de multiples étages. Il n'y avait rien d'autre que des portes, elles aussi mécaniques. Il s'approche de l'une d'entre elles et quand il entre, il se retrouve dans une salle immaculée de blanc. Elle semble sans fin. Au moment où la porte se referme, l'environnement se transforme. Des montagnes apparaissent, des arbres, le sol se verdit d'herbes et de plantes, le ciel prend des couleurs bleutées, des courants d'air viennent caresser leurs visages. Ils se trouvent sur un nouveau monde. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.